Merci beaucoup pour ces mots d'accueil. Merci donc pour cette invitation au musée Georges Clemenceau qui me touche vraiment beaucoup. Et je reviens ici justement quelques années après avoir un peu exploré les lieux de manière à me documenter. Alors, vous l'avez dit, mon parcours vers la fiction est sinon complexe, du moins progressif, puisque moi je suis un historien formé à l'école assez traditionnelle de l'histoire et d'une histoire qui est plus une histoire sociale, politique, etc. Et vous savez qu'en histoire, on a besoin de preuves, on doit à chaque moment justifier de ce que l'on dit ou de ce que l'on écrit, notamment la note infrapaginale. Et effectivement, vous l'avez rappelé, c'est grâce à quelqu'un qui est dans cette pièce, qui est Anthony Frot, qui dirigeait à l'époque la collection des grandes affaires criminelles chez Deboré, que je suis passé à un autre type d'écriture, même si j'avais déjà eu quelques expériences auparavant, qui était en fait de relater des faits réels, des faits tirés des archives, que ce soit des archives judiciaires, que ce soit de la presse, qui étaient des affaires criminelles, mais avec une grande liberté finalement de rédaction. Et j'avais opté à ce moment-là pour un principe, vous savez, un peu ce qu'on appelle un peu la caméra subjective, c'est-à-dire de choisir un personnage, un angle d'attaque, et de raconter une affaire criminelle en une dizaine de pages, sans rien inventer, on va dire, du factuel, mais dans une mise en scène, en quelque sorte, qui était, elle, inventée. Et effectivement, c'est toujours sur les conseils et encouragements d'Anthony que je suis passé donc au roman historique, au roman policier historique, alors que quelqu'un, un jour, dans une conférence débat, a très joliment appelé le roman en costume. Et je trouve que l'expression va très bien, qualifie très très bien ce qu'on entend par roman historique. Alors, pour finir, et après je parlerai de Clemenceau, c'est promis. Donc le premier, le Tigre et les pilleurs de Dieu, en fait est tiré d'une histoire réelle, d'une histoire vraie, qui est au moment de la loi de 1905, des débats sur la loi de 1905, donc il y a eu un coup de projecteur qui a été mis sur les trésors dans les églises. Avec ce débat, que doit-on en faire? Quand je parle de trésors, ce sont des œuvres d'art, ça peut être des tableaux. Là, en l'occurrence, c'est essentiellement des pièces d'orfèvrerie médiévales. Que doit-on en faire? À qui appartiennent-elles? Doivent-elles aller dans les musées si elles ont une valeur patrimoniale ou doivent-elles rester dans les lieux de culte si on estime qu'elles ont une valeur religieuse? Et ces débats, qui correspondait aussi à un moment de l'arrivée sur le marché de l'art des grands collectionneurs, notamment américains, a donné un coup de projecteur sur des trésors qui étaient finalement matériellement très très mal gardés. Et il y a eu en Auvergne une bande de... Alors je vais les appeler des pieds nickelés. Une bande de pieds nickelés qui s'est dit nous allons cambrioler ces églises mal gardées. Et effectivement, on a le détail de comment ils opéraient. C'était d'une facilité déconcertante. Et ils ont volé des œuvres d'art, notamment des émaux médiévaux de très très grande valeur qu'ils ont revendus. Et cette affaire a eu un retentissement énorme à l'époque. Pour vous dire, elle a fait la une, vous savez, du supplément illustré du petit journal de l'époque. Petit journal qui est tiré à peu près à 1 million d'exemplaires à l'époque. Comme je dis des fois à mes élèves, c'est le journal télévisé de l'époque. C'est-à-dire que ça constitue un savoir commun finalement à beaucoup de gens à l'époque. Cette bande, qui s'appelait la bande de Thomas, du nom de son chef, a été démantelée, etc. Mais elle a donné lieu donc à 2 procès et on s'est rendu compte aussi, en corollaire de cette affaire-là, qu'il y avait derrière ces vols et ces trafics d'œuvres d'art autre chose qui était peut-être même de plus grande ampleur, qui était un trafic qui impliquait des gens d'église et qui consistait à remplacer des chefs-d'œuvre classés monuments historiques, donc inaliénables, inexportables,
par des copies, et bien évidemment, les originaux partaient notamment en Amérique. C'est comme ça que vous pouvez voir des originaux soit au Louvre, soit au Met à New York, et les copies conservées dans quelques églises de province. Et c'est partant de ce fait divers-là que j'avais étudié avec un ami qui est devenu un livre. Alors là, un livre, je vais dire, scientifique. Donc je suis parti de ce livre-là pour écrire le Tigre et les pilleurs de Dieu, en transformant complètement les lieux, les protagonistes, etc., mais en gardant ce scénario général, on va dire. Donc c'est comme ça que j'ai mis le pied dans donc ce roman en costume, et avec donc notamment le personnage de Clémenceau. Alors, l'idée était de faire une série, dès le départ, une série de romans policiers. Alors pourquoi, pour répondre à la question, donc pourquoi avoir choisi Clémenceau? Alors, avant, là aussi, excusez-moi, je tourne un tout petit peu autour de mon sujet. C'est d'abord aussi pourquoi avoir choisi la période de la Belle Époque. Et vous allez voir, on arrive très très vite à Clémenceau, et il est effectivement typique de cette période-là. Enfin, il incarne plus exactement cette période-là. Alors, sur le plan purement du roman policier historique, c'est vrai que ces années 1900 sont les années du basculement des méthodes policières vers une modernité du XXe siècle. On peut dire, grosso modo, que la police née en 1800, enfin dans les années 1800, a à peu près les mêmes techniques d'investigation pendant un siècle. C'est ce que j'appelle la police de Vidocq. C'est-à-dire la police qui fonctionne sur ce qu'on appelle, entre guillemets, le flair, mais surtout les indices, le fait d'être très renseigné sur le milieu, même si on ne parle pas encore tout à fait de milieu, qui fonctionne très peu sur les preuves matérielles, les indices matériels, même s'il y en a, qui fonctionne énormément sur le témoignage oculaire, d'où l'importance justement des indices, des aveux plus ou moins des fois extorqués, etc. Et dans les années 1900, vous avez toute une série, on va dire, de découvertes ou de techniques nouvelles qui vont faire basculer les méthodes policières dans un nouveau siècle qui va durer là aussi à peu près 100 ans, jusqu'à l'ADN. Donc c'est par exemple la découverte, les progrès de la chimie qui permettent de meilleures analyses du sang, de la toxicologie, etc. C'est la découverte aussi des groupes sanguins, et c'est surtout donc les empreintes digitales. Et effectivement, on rentre dans ce début du XXe siècle, notamment avec quelqu'un qui est un peu controversé et que personnellement je n'apprécie guère, mais ça c'est une opinion très personnelle, c'est Bertillon. On rentre dans effectivement ce qu'on a appelé une police scientifique, alors qui a de grandes ambitions, parce que chez Bertillon on le voit très clairement, l'idée de mettre en fiche la population criminelle, c'est chez lui un très très grand projet. Alors, il ne faut pas, bien évidemment, exagérer le changement, le basculement qu'opère cette police scientifique, la naissance de cette police scientifique. Puisqu'on parlait du président du film, il est tiré d'un livre de Simenon, et Simenon le montre très bien avec son personnage de Maigret. La psychologie, le flair, les relations qu'on peut avoir avec des inculpés, des témoins, etc., l'aspect humain, j'ai envie de dire, reste fondamental dans cette police. Mais c'est vrai que ce qui a été justement l'œuvre de Clémenceau, mais là je ne vous apprends rien, c'est-à-dire la création des brigades dites du Tigre, donc des brigades de police mobile, l'apparition de cette police scientifique, où il a été d'ailleurs très secondé, très appuyé par Célestin Aignon, qui est un personnage qui est extrêmement important. En termes de récit policier, c'était particulièrement intéressant. Et puis la deuxième chose, pourquoi avoir choisi la Belle Époque? C'est pour deux choses, pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelque chose qui nous parle à tous. C'est-à-dire que cela fait partie d'une culture commune, de référents communs.
Parce que, notamment, il y a tout un cadre, alors politique, c'est la Troisième République, donc voilà, on sait à peu près à quoi cela correspond. Un cadre technique, il y a les automobiles, le téléphone, etc. J'ai envie de dire, nous ne sommes pas dépaysés dans un appartement comme celui-ci. Donc, fait que j'ai pensé que pour le lecteur, c'était plus facile de se plonger dans un univers comme celui-ci, alors que si j'avais suivi, j'ai envie de dire, non pas mes instincts, mais mes goûts, je serais sans doute allé vers une période plus ancienne du 19e siècle, plus, j'ai envie de dire, balsacienne, mais qui était, me semble-t-il, qui parlait moins aux gens. Et puis, donc l'autre raison qui caractérise cette belle époque, c'est qu'on a un pied dans une tradition, dans un passé, j'ai envie de dire presque. Alors, bien sûr qu'en histoire, il n'y a pas d'invariant, hein, sans ça, je serais réduit au chômage. Mais on est à la fois dans une France des traditions séculaires. Et quand mon héros, qui est natif de Martel, dans le nord du Lot, retourne voir son père, il fait un saut dans le temps, en quelque sorte. C'est le temps du pas du cheval, où vous n'avez aucun moyen de communication moderne, etc. Et puis, c'est l'invention en parallèle d'une modernité extraordinaire. C'est par exemple 1907, c'est Picasso qui peint les Demoiselles d'Avignon. C'est, j'ai envie de dire, par exemple, toute la peinture moderne, elle naît avant la Première Guerre mondiale. Et c'est quelque chose que je trouvais particulièrement intéressant de montrer au lecteur. Donc voilà un petit peu le cadre général. Alors dans ce cadre général, Clémenceau. Alors Clémenceau n'est pas le personnage central de la série. Il est un personnage important parce que c'est lui qui recrute mon héros comme, on va dire, auxiliaire de police ou enquêteur amateur. Alors pourquoi justement Clémenceau ? Parce que pour moi, Clémenceau, d'abord, c'est une vie romanesque. Et donc, du coup, cette vie romanesque, elle permet d'utiliser certains éléments du personnage historique dans une fiction. Je vais essayer de résumer relativement rapidement. Alors, d'abord, c'est par, j'ai envie de dire, l'ampleur de sa vie. L'ampleur de sa vie, alors d'abord, c'est une ampleur chronologique, puisque si on prend Clémenceau adulte, finalement, c'est presque 70 ans donc de vie, et c'est plus de 60 ans de vie politique. C'est quelqu'un qui débute sa vie politique sous le Second Empire, et un Second Empire encore assez autoritaire. Il fait partie de cette jeune génération de républicains qui est en train de pousser hors de la scène ceux qu'on appelle de manière un peu irrespectueuse les vieilles barbes, c'est-à-dire ceux qui ont fait 1848. Mais par ce monde-là, ce monde des républicains de 1848, Clémenceau, notamment aussi par son père, se raccroche à ce premier 19e siècle. Et puis donc, il meurt dans l'entre-deux-guerres en 1929, après avoir quitté la scène politique 10 ans plus tôt. Donc, on balaye tout un spectre historique. On balaye aussi tout un spectre politique, parce que Clémenceau, là aussi je ne vous apprends rien, il évolue politiquement. J'y reviendrai sans doute à la fin, il évolue politiquement. Alors, est-ce que c'est une évolution qui est uniquement personnelle, d'idées, etc. Est-ce que c'est une évolution qui est aussi le reflet de ce qu'est l'évolution globale de la vie politique en France? Il est évident que la frontière, par exemple, gauche-droite, évolue sans cesse au fur et à mesure que vous avez des forces politiques qui émergent à la gauche de la gauche. Quand Clémenceau commence sa vie politique, le marxisme n'a aucun écho en France. Il commence juste à apparaître, et encore de manière très très minoritaire, au moment de la Commune de Paris. Mais la Commune de Paris, c'est ce qui en fait toute la richesse, l'ambiguïté. Elle est à la fois, par certains aspects, par certains de ses protagonistes d'inspiration marxiste, mais vous avez des gens qui sont nostalgiques de 1793, des nostalgiques de 1848, etc. Et en 1929, quand il meurt,
Staline est au pouvoir en URSS et le Parti communiste français est en train de connaître sa bolchevisation ou sa stalinisation la plus dure. Donc bien évidemment, se dire de gauche en 1870 ou même un petit peu avant et en 1920-25, ce n'est plus du tout la même chose. Bien. La deuxième chose qui fait le caractère romanesque de sa vie, c'est bien sûr son caractère et sa personnalité. Et là, si je devais le définir, c'est par deux mots qui me semblent très importants, fondamentaux, et qui sont pour quelqu'un qui veut faire entrer ses lecteurs dans une période, dans une époque, sont extraordinaires. D'abord, il est non conformiste. Alors, je crois que c'est vraiment une des choses qui le caractérise le plus. Donc il est non conformiste sur le plan religieux, alors religieux on va dire au sens large, c'est-à-dire c'est même philosophique. Vous savez qu'il s'intéresse beaucoup aux pensées orientales, etc. Il fait certes preuve d'un anticléricalisme, mais d'un anticléricalisme qui est aussi teinté d'une tolérance religieuse. Lorsqu'il devient président du Conseil, c'est pour notamment régler la crise des inventaires suite à la loi de 1905. Et il dit que il ne faut pas qu'il y ait, la comté des Chandeliers ne mérite pas la mort d'un homme, puisqu'il y a eu incident mortel juste avant. C'est aussi son non-conformisme dans son rapport à l'autre, dans sa curiosité à l'égard des autres peuples et des autres civilisations. Et tout comme pour ses goûts philosophiques, là aussi il est non-conformiste, c'est-à-dire qu'il œuvre dans une époque où le racisme domine, où l'idée de hiérarchisation des races, et notamment sur des critères qui sont des critères anthropologiques, est extrêmement prégnant. Et il y a deux choses qui, me semble-t-il, illustrent beaucoup ce Clémenceau non-conformiste, et qu'il illustre et qu'il explique. C'est d'abord son voyage, son séjour plutôt aux États-Unis, puisque il arrive aux États-Unis immédiatement après la guerre de sécession, pensant y faire carrière, puis il rentrera en France et il découvre ce que sont plutôt les États-Unis immédiatement après la guerre de sécession, une guerre civile qui a eu pour cause la question de l'esclavage et de l'abolition de l'esclavage. Il découvre ce racisme américain, et c'est surtout au moment du grand débat avec Jules Ferry sur la question de la colonisation, où Ferry, arguant du devoir de civilisation pour justifier de la colonisation, et il parle à ce moment-là du devoir des civilisations supérieures sur les civilisations ou les peuples plutôt inférieurs, et Clémenceau lui rétorque inférieur, c'est vite dit. Et il est, j'ai envie de dire, on peut faire la comparaison avec un autre très grand personnage un peu antérieur, c'est Victor Hugo qui écrit un texte qui est très très dur au moment du pillage du palais d'été de Pékin par les troupes françaises et anglaises au moment de la Seconde Guerre de l'opium, où il dit que les sauvages ne sont pas ceux qui sont censés apporter la civilisation. Les sauvages sont ceux, qui sont censés apporter la civilisation. Et Clémenceau, justement, parce qu'il a ce goût, cet intérêt pour l'autre, et notamment pour les civilisations asiatiques et la philosophie asiatique, il est en capacité de se décentrer par rapport à une société, une culture française, et même on peut dire européenne, qui est au contraire très ethnocentrée, qui est sûr de sa supériorité. Et c'est ce qui en fait aussi la richesse du personnage. Alors, il est également non-conformiste. Alors, on pourrait en rediscuter un petit peu, mais par ses goûts artistiques. Alors, il l'est au début. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a
très, très jeune, hein. Il a une vingtaine d'années quand il se lie d'amitié avec Claude Monet. Il a une vingtaine d'années quand il défend les impressionnistes, c'est-à-dire au moment où les impressionnistes sont au contraire rejetés, incompris. Alors ça participe bien sûr aussi d'une position politique, hein. L'impressionnisme est aussi, alors c'est pas un manifeste anti-Napoléon III, mais effectivement c'est un mouvement artistique qui, étant en rupture avec le modèle dominant, se posant en avant-garde esthétique, et en ayant des filiations notamment avec Courbet par exemple, est effectivement politiquement plutôt marqué à gauche, côté républicain. Donc là-dessus, il y a une logique qu'on retrouve aussi chez Zola par exemple. Mais c'est vrai qu'il a fait partie des défenseurs donc, de cette avant-garde esthétique culturelle, tout comme il a collectionné les objets asiatiques, notamment venus du Japon, etc. Et donc, là, j'ai prononcé le deuxième mot-clé, mais il va de pair avec le premier. Le non-conformisme va avec des formes d'avant-gardisme. Et Clemenceau est un avant-gardiste. Alors, il est sur le plan de ses goûts, de ses choix esthétiques, etc. Alors, sans doute qu'il l'est moins à la fin de sa vie, c'est-à-dire que Clemenceau va rester fidèle à ses goûts pour l'impressionnisme, pour le japonisme, etc. Alors qu'à la toute fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est ce que je disais tout à l'heure, apparaissent des courants esthétiques, notamment en peinture, qui lui sont, j'ai envie de dire, en grande partie étrangers. Alors, ce non-conformisme et cet avant-gardisme, on le trouve aussi sur le plan politique. Alors, je ne vais pas refaire la carrière politique de Clemenceau, bien évidemment, mais pour moi, le dreyfusisme est à la fois une fidélité à des principes, des valeurs, c'est incontestable, et à une certaine idée de la République, mais quand on analyse sociologiquement qui furent les premiers défenseurs de Dreyfus, notamment dans les milieux intellectuels, dans les milieux artistiques et aussi en partie dans les milieux politiques, ce sont essentiellement des hommes, justement, à la fois non conformistes et souvent d'avant-garde. Je vous rappelle que sur les 40 académiciens de 1898, un seul a pris position pour Dreyfus. Et l'Académie française incarne, alors il n'y a pas qu'elle bien évidemment, mais elle incarne, j'ai envie de dire plutôt le conformisme en matière littéraire. Et donc c'est un homme de la modernité. C'est un homme de la modernité. Et cette modernité et ce non-conformisme qui construit finalement une individualité très forte, eh bien, en matière romanesque, j'ai envie de dire que c'est du pain béni. Parce que, bien évidemment, cela crée une rupture. C'est-à-dire que cela crée une rupture par rapport au contexte général. Ça permet de mettre en avant ces éléments de changement, de modernité. Ça permet aussi de bâtir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des contrastes et de montrer ce moment de basculement entre un 19e siècle qui n'en finit pas, j'ai envie de dire d'une certaine manière, de mourir, et ce début du 20e siècle qui est d'une fécondité, d'une modernité extraordinaire. Et ça permet aussi, parce que ça j'y crois beaucoup en termes d'histoire, peut-être qu'on peut, j'ai envie de dire, l'enseigner, mais aussi la montrer sous toutes ses formes, c'est de souligner les différences de temporalité. C'est-à-dire que voilà, les temps sont multiples, les temps sociaux, les temps culturels, etc. Et donc, on n'est pas forcément... Clemenceau n'est pas dans la même temporalité par sa modernité, son avant-gardisme, que bien d'autres individus de la même période. Et donc, on peut jouer ainsi sur les contrastes. Alors, ça, c'était le deuxième point. Le troisième point,
Il est au centre de multiples univers géographiques, sociaux, culturels, ou plus exactement, il ouvre sur de multiples univers. C'est-à-dire que si on devait dessiner des cercles, il serait à l'intersection de plusieurs de ces cercles. Et là aussi, j'ai envie de dire, en termes de matière romanesque, c'est extraordinaire parce que à travers un personnage, eh bien, vous faites rentrer votre lecteur dans des univers qui sont multiples. C'est ce que j'ai aussi essayé de faire avec mon personnage de fiction, qui est dans plusieurs cercles différents. Alors, ces cercles, quels sont-ils? Alors, d'abord, il y a un cercle géographique. J'ai parlé de l'ampleur de sa vie sur un plan de la durée. On peut en parler aussi sur un plan géographique. C'est extrêmement divers. Bon, provincial et d'une province qui est plutôt, même si lui fait partie, enfin, il est né dans ce qu'on appelle la Vendée bleue, c'est-à-dire la Vendée républicaine. Il est quand même issu d'une France rurale et traditionnelle plutôt. Il y a bien sûr Paris. Les États-Unis, donc où il a séjourné. Il a aussi des attaches avec l'Europe centrale. Il connaît bien l'Europe centrale, notamment par son frère, qui est marié à une Autrichienne. Il y séjourne assez souvent, notamment pour des cures thermales. Et puis, ce fut un très grand voyageur, alors en partie aussi pour les chasses. Clémenceau chassant le tigre est une photographie très très célèbre. Donc, il est allé en Asie, il est allé en Amérique latine, il est allé en Amérique du Nord. Donc, il est aussi l'incarnation de ce qu'est un phénomène typique de cette fin du 19e siècle, début du 20e, qui est cette première mondialisation. C'est-à-dire, ça commence dans les années 1880, où finalement le monde, alors pas pour tous bien sûr, mais pour un certain nombre de personnes, le monde s'est extrêmement rétréci. C'est rétréci en ce sens que vous pouvez aller n'importe où, avec une certaine facilité, un certain confort aussi. Le monde vient à vous aussi, et là où nous sommes, d'une certaine manière, cela se voit aussi par les objets venus d'un petit peu partout. Et donc, vous avez Clémenceau, on pourrait le définir un peu comme un homme-monde. C'est-à-dire qu'en sa personne, le monde entier tel que, on est bien d'accord, l'Europe l'appréhende, le conçoit, le monde est présent chez Clémenceau. Donc son appartement, mais sa dernière maison également en Vendée, si vous l'avez visité, notamment le salon d'hiver, enfin le salon qu'il fait construire, qu'il adjoint à la maison, c'est aussi une forme de monde en condensé. Donc, univers géographique, ce cercle géographique, il y a aussi le cercle social, c'est-à-dire que là aussi, il touche à des univers qui sont très différents. Il est issu de ce qu'on appelle la petite et moyenne bourgeoisie de province, que Gambetta appelle les couches nouvelles, au début des années 1870. Et la prédiction ou le souhait de Gambetta se révèle exact, puisque dans son discours de Grenoble, qui est très célèbre, il dit qu'il pressent, qu'il sent la montée d'une couche, il n'emploie pas le terme de classe, d'une couche nouvelle qui va prendre la place des grands notables, de la noblesse, de la grande bourgeoisie, avec la République. Et Clémenceau est exactement l'incarnation de cela, mais il fréquente aussi la grande bourgeoisie, voire la noblesse des salons, des milieux artistiques. C'est notamment celui de Madame de Caillavet. Il fréquente Anna de Noailles, etc. Il fréquente bien sûr des hommes de lettres, Zola, Anatole France, d'autres. Donc il fréquente Claude Monet. Et là aussi, ça donne à ce personnage, là aussi, une envergure sociale qui est assez extraordinaire. On touche aussi au journalisme, mais pas simplement dans son aspect politique, c'est-à-dire qu'il a effectivement été journaliste professionnel. Il a
Il a même été, comment dire, un homme d'affaires en termes de journaux, quand il y a laissé d'ailleurs une partie de sa fortune. Hein. Donc, on touche enfin au monde politique. Donc, bon, là, j'insiste pas trop, mais c'est évident que lorsque on est face à un personnage comme Clémenceau, quelle que soit la direction dans laquelle on veut aller, on peut trouver des portes, en quelque sorte, pour rentrer dans tel ou tel univers. Alors peut-être qu'il y en a certains qui sont plus difficiles, hein, je pense au milieu populaire, etc. Mais finalement, c'est une vue assez complète de la société française qu'on peut avoir également à travers lui. Alors, c'est aussi, alors il est intéressant aussi par là sa personnalité au sens propre du terme, c'est-à-dire sa psychologie, mais aussi par ses ambiguïtés. Alors je crois que, donc je vous l'ai dit, j'ai pas fait de Clémenceau, loin de là, mon personnage principal, mais il n'est pas, comment dire, on ne peut pas épuiser la richesse du personnage à travers une seule grille de lecture, ou quelques grilles de lecture. Il y a des contradictions chez Clémenceau. Cet homme qui est d'une modernité extraordinaire par bien des plans, on peut le dire, par exemple, sur le plan des relations avec les femmes, c'est pas franchement un progressiste. Il a eu quelques combats politiques aussi en faveur des femmes. Il a fréquenté un petit peu les milieux féministes, mais dans sa vie privée, il ne s'est pas montré particulièrement sensible, j'ai envie de dire, à cela. Sur le plan politique aussi, il est ambigu, il a une forme d'ambiguïté. Et le Clémenceau, ministre de l'Intérieur, puis président du Conseil, donc à partir de 1906, est détesté, vous le savez, par une grande partie de la gauche. Alors la gauche, notamment socialiste, qu'elle soit marxiste ou non, parce que effectivement, Clémenceau apparaît comme traître d'une certaine manière. Alors, c'est ce que disent ses détracteurs à ce moment-là, à la cause ouvrière, alors qu'en 1870, il était du côté du peuple. Alors, après, est-ce que ce n'est pas justement le mot peuple qui a changé de sens et de référent? C'est-à-dire que le peuple de 1870, j'ai envie de dire, c'est le peuple barricadier de 1830, de 1848, c'est même le peuple révolutionnaire de 1789, c'est le peuple qu'apprécient les radicaux, c'est-à-dire souvent de travailleurs indépendants, de petits commerçants, d'artisans, etc., de salariés, mais pas forcément de l'industrie, alors que le peuple de 1906 est devenu, dans la bouche d'une partie de la gauche, les prolétaires d'usine. Et effectivement, on ne parle plus du même peuple politique et social à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est Clémenceau qui a changé, qui est devenu plus conservateur, pour le dire simplement, ou est-ce que c'est les référents politiques qui ont évolué? Ça, c'est un long débat et je ne me lancerai pas là-dedans. Mais c'est vrai que ça en fait justement, cette complexité en fait un personnage extrêmement intéressant. Alors, c'est aussi le Clémenceau extrêmement, comment dire, à la fois extrêmement patriote, extrêmement volontaire au moment de la Première Guerre mondiale. C'est l'homme extrêmement dur vis-à-vis de ses opposants politiques et qui a une certaine idée, voire et de la République et de l'action politique, au point peut-être de commettre des formes d'injustice. Est-ce que l'homme, ça c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas, mais je pose la question, est-ce que l'homme qui est dreyfusard n'a-t-il pas oublié son dreyfusisme lorsqu'il devient président du Conseil en 1917 et par exemple fait condamner un Joseph Caillaux? Quand même, c'est un procès très politique que le procès de Caillaux pour trahison, par exemple. Voilà, donc là, ça donne aussi, ça
moi, en tant qu'écrivain, je ne suis pas du tout rentré dans ces questionnements-là, mais c'est vrai que la richesse ici du personnage, elle est extraordinaire. Alors, pour finir, je voudrais insister sur deux, trois points. Ce que je viens de dire là, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a chez Clémenceau une dimension qui intéresse forcément, enfin qui peut intéresser un écrivain, un auteur. J'ai envie de dire que c'est un personnage passeur. Passeur, alors je vais m'expliquer un peu sur le terme. Passeur, c'est à la fois celui qui transmet, et effectivement, il a été un formidable passeur. Il a transmis sa passion, sa connaissance, son goût, par exemple, pour les objets d'Extrême-Orient. Il a transmis sa passion, son goût pour les impressionnistes et son admiration pour Claude Monet. Les nymphéas qui sont à l'Orangerie sont là pour nous le rappeler. Donc ça, c'est une figure de passeur assez traditionnelle. Mais c'est aussi celui qui passe au sens de celui qui franchit. Un peu comme, vous savez, dans la mythologie antique, dans la mythologie grecque, la figure de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu qui dépasse les frontières, et ce n'est pas un hasard s'il est aussi le dieu du théâtre. Et je trouve que, justement, s'il y a bien peut-être un point commun dans tout ce que je vous ai dit jusque-là, un fil rouge, c'est cette idée, donc, d'un homme qui dépasse sans cesse les frontières. Qui les fait tomber, alors au moins pour lui-même, peut-être pas pour la société, mais effectivement, à cheval sur plusieurs temps, à cheval sur plusieurs mondes, à cheval sur plusieurs cultures, etc., et qui, c'est ça aussi le non-conformisme et l'avant-gardisme, c'est cette capacité à dépasser les frontières. Et effectivement, c'est une matière qui est extraordinaire pour un roman. Le deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est revenir un tout petit peu sur la question du roman historique ou du roman en costume. Alors, parce que il n'est pas du tout question de faire une biographie de Clémenceau, il est juste question d'utiliser la figure de Clémenceau dans une fiction. Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui est très important dans pour moi, ce qui définit quelque part le roman historique et la frontière entre la biographie, le roman tout court, le roman historique, ou le livre d'histoire. Je vais filer une métaphore. C'est l'idée d'un bijou. D'un bijou au sens où le roman historique fonctionne pour moi selon le principe de l'enchâssement. De l'enchâssement, c'est-à-dire qu'il faut enchâsser des pierres précieuses, des gemmes, etc., dans un objet qui est de plus grande ampleur, etc., et cet objet est le but, le but de l'écriture, l'histoire. L'histoire, c'est l'objet en lui-même. Et le roman historique, c'est cela, c'est-à-dire que vous allez avoir une fiction, un récit, donc qui est l'objet dans son ensemble, dans lequel vous allez enchâsser soit des anecdotes, soit des événements historiques, soit des personnages historiques, ou les trois, bien évidemment. Et Clémenceau est une pierre précieuse extraordinaire dans cette logique de l'enchâssement. Alors pourquoi ? Tout d'abord parce qu'on a une très très grande richesse, abondance de la documentation, et quoi qu'on veuille, j'ai envie de dire, illustrer, utiliser durant une période qui, je vous dis, va de peut-être 1860 à 1929, vous trouverez toujours dans la vie de Clémenceau, dans les actions de Clémenceau, des faits, des traits, des citations des fois, qui permettent donc
de trouver justement ce que j'ai envie d'appeler, pour filer un peu la métaphore de la joaillerie, des pépites. Et on parlait, vous évoquiez tout à l'heure le président, le film, et une partie des dialogues, dans les dialogues, il y a des citations de Clémenceau. C'est ce principe même de l'enchâssement. Et du coup, les effets de réel que l'on attend dans un roman historique, eh bien, Clémenceau en offre à foison. J'ai envie de dire la deuxième chose aussi, dans cette logique de l'enchâssement et de la construction d'un roman historique, il peut jouer le rôle de grand témoin. Alors, il y a X manières d'écrire, bien évidemment. Vous pouvez être un narrateur omniscient, etc. Moi, j'aime bien avoir quelquefois des grands témoins, ce que j'en appelle des grands témoins, c'est-à-dire des personnages réels plutôt que des personnages de fiction, qui soient par leur passé, leur position, leur métier, leur culture, que sais-je encore, qui soient en position surplombante. Et donc qui peuvent amener, notamment alors soit par leurs actions, leur attitude, ou dans un dialogue, avoir une mise en perspective que n'auraient pas, j'ai envie de dire, les héros du quotidien, surtout si vous prenez, comme je l'ai fait, un héros qui est un petit peu, alors non pas un anti-héros, mais un héros assez banal d'une certaine manière. Et Clémenceau, là, il peut jouer dans de multiples domaines le rôle de grand témoin. Et la richesse du personnage, la richesse extraordinaire de sa vie, permet aussi de faire exister par contraste les autres personnages. Ça aussi, dans la logique de l'enchâssement, ça me paraît important, c'est-à-dire que la richesse, la profondeur du personnage, également le fait qu'il puisse avoir des positions tranchées, il puisse faire des choix, il fait des choix, il a des goûts affirmés, etc., permet là aussi de construire en contraste les autres personnages et justement, par le jeu des oppositions, introduire alors des éléments narratifs, des éléments de discours qui peuvent être très utiles, parce que vous construisez aussi une histoire qui va être au miroir d'eux, en ce sens que on va juger en quelque sorte, ou qualifier plus exactement, les actions, les comportements des uns et des autres, surtout quand c'est du politique, mais ça peut être aussi dans d'autres domaines. Là aussi, Clémenceau est extraordinaire, justement par contraste, les effets de contraste, comme dans un tableau. Dernier point, et puis je conclurai là-dessus. Ce qui est bien évidemment sans doute le plus fondamental pour un roman historique quand on parle de Clémenceau et quand on utilise la figure de Clémenceau, c'est sa dimension patrimoniale. Alors, qu'est-ce que j'entends par dimension patrimoniale? C'est que, je ne l'ai jamais fait, mais j'imagine, vous faites un micro-trottoir dans la rue, je pense que tout le monde, ou quasiment tout le monde, si vous dites Georges Clémenceau, il y aura des images qui surgiront, des associations. Alors, tout le monde n'a sans doute pas la même vision de Clémenceau. Certains auront, j'ai envie de dire, un peu une image d'Épinal de Clémenceau, un personnage rentré dans le roman national, le père la victoire, etc. D'autres en auront une vision sans doute plus contrastée, plus nuancée, peut-être sans doute plus riche aussi, positive ou parfois négative, mais ça veut dire que surtout quand on... Alors, mon propos sans doute ne serait pas vrai pour la littérature générale, mais pour le roman historique, un roman historique ne peut, trouver son lectorat que si justement il fonctionne d'une certaine manière, s'il prend appui au départ sur cette dimension patrimoniale, c'est-à-dire sur un savoir commun, un savoir partagé, quitte ensuite
c'est ça qui est très intéressant, à le dépasser, le déconstruire, apporter autre chose et aller au-delà de l'image que l'on peut avoir, que l'on peut se faire de telle période ou de tel personnage. Et là encore, bien évidemment, Clémenceau offre énormément de possibilités. Je vous remercie. Merci M. Grandpoint pour ce passionnant exposé. Je voudrais revenir sur un point. Alors on va passer une session de questions-réponses à des personnes parmi vous ont des questions à poser à M. Grandpoint. Je voulais revenir sur un point que vous avez évoqué tout à l'heure pour parler de votre série. C'est quand vous avez parlé du côté Belle Époque, où je voulais juste réagir sur le fait que personnellement, moi je trouve que c'est vraiment très bien retranscrit. Et ce que j'apprécie, c'est que quand je vous lis, j'y suis. Donc je me déplace, je vois les personnages. Enfin, c'est le côté que j'apprécie dans votre série. Et comme question, ce que je voudrais vous demander, c'est il y a de nombreuses facettes donc, de Clémenceau, vous les avez citées. Et est-ce que dans votre série, vous n'êtes pas quand même, vous n'auriez pas envie de lui donner une plus grande importance malgré tout, essayer de mettre un peu plus principal, enfin voilà, lui donner un rôle un peu plus. Par exemple. Alors, c'est très difficile. Moi j'ai trouvé particulièrement difficile d'écrire sur un personnage historique. Et parce que j'ai envie, comment dire, c'est peut-être des scrupules d'historien, c'est-à-dire que j'ai peur en donnant trop d'importance, enfin en donnant plus d'importance à un personnage historique, paradoxalement, d'être réducteur. C'est-à-dire que je préfère un Clémenceau silhouette, voilà, dans les romans qu'un Clémenceau de premier plan. Parce que là, pour le coup, on est un peu devant une montagne sacrée en quelque sorte. Et j'aurais toujours peur de donner, comment dire, une impression, enfin pas une impression, mais d'avoir un propos réducteur. Et donc, effectivement, qui ne rendrait pas compte d'une certaine réalité historique et donc de trahir à un moment. Voilà. Alors, je ne vais pas parler de Clémenceau là, mais j'ai eu exactement le même. Vous dites, et je vous en remercie que vous y êtes, merci beaucoup. Je vais vous raconter une anecdote dans le troisième, donc, qui s'appelle Tu es un art. Je joue beaucoup sur l'amitié Claude Monet-Clémenceau, et donc il y a des meurtres à Giverny, enfin, autour de Giverny. Là. Donc il faut que mon héros rentre à Giverny dans le jardin de Claude Monet. Et vous savez, comme les requins, j'ai tourné autour, parce que j'osais pas. Je n'osais pas rentrer à Giverny, dans la maison et le jardin de Claude Monet, parce que je me disais que ce que j'allais écrire serait de toute façon une forme de... Alors peut-être pas de trahison, mais ne rendrait pas compte de la richesse, de la complexité, de la beauté, de ce que peut être un lieu comme Giverny. Et j'ai envie de dire, un personnage comme Clémenceau, c'est aussi la même chose. Donc je le préfère en second plan qu'en premier. Voilà. C'est peut-être une solution de facilité, hein, j'en conviens. Non, mais c'est vrai que dans la mémoire, si vous commencez aussi à traficoter Clémenceau avec des histoires comme ça, les gens ils vont le garder, ils vont croire que ça s'est vraiment passé. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai toujours rêvé d'un roman du jeune Clémenceau aux États-Unis, l'éditeur. Mais avec des vraies histoires, hein, je tiens à préciser. Moi, j'ai beaucoup aimé dans votre premier épisode, hein, parce que là, on parle d'épisode aussi. Hein. La première fois que je vous ai parlé, je me suis dit, mais en fait, c'est aussi pour. Est-ce que ce serait un jour adapté à la télévision? Parce que ce serait vraiment un très beau format et une très belle histoire qu'on pourrait suivre comme ça, surtout
avec ces histoires d'enquêteurs, l'enquêteur de Murdoch, enfin, les enquêtes de Murdoch, tout ça. Ou Nicolas Floch, c'est une autre époque. J'ai beaucoup apprécié l'énergie que vous avez donnée à Clémenceau, cette énergie, tout le temps un peu cabotard en plus. Hein, et effectivement, vous avez bien perçu aussi le personnage vivant. Voilà. J'ai vraiment apprécié premièrement. Merci. Et comment vous... C'est une question, en fait, j'aurais dû faire la liste. Quand vous commencez à créer ou fabriquer une histoire, vous partez d'éléments historiques que vous feuilletez comme ça l'illustration, le petit journal, et puis il y a un déclic et vous dites « Ah, ça pourrait être un bon élément ». Le tome 2 et 3. Hein. Alors, je me suis mis un certain nombre de contraintes. Les contraintes, donc le premier se passait en 1906, au moment où Clémenceau arrive, donc président du Conseil. Et l'idée, c'est de faire un volume par an jusqu'à 1914. Donc, il y a le 1906, le 1907, etc. Et donc, chaque année, au départ, c'est d'essayer de repérer un événement qui peut être alors, soit l'arrière-plan, soit vraiment la trame de l'enquête. Donc, par exemple, le 1907, c'est pour ça que je vous ai cité Les Demoiselles d'Avignon, puisque justement, c'est un peu l'arrière-plan. On voit Picasso peindre les Demoiselles d'Avignon, autre monstre sacré autour duquel j'ai un peu tourné. Et après, en me documentant sur l'année en question, alors j'utilise plutôt des ressources d'historiens de deuxième main, entre guillemets, c'est-à-dire pas tellement la presse de l'époque. Alors, la presse de l'époque va me servir quand je veux vraiment avoir des détails de ce qu'est, de comment ça s'est passé ou comment la presse l'a relaté, des descriptions. Par exemple, l'historien ne va pas s'embêter, entre guillemets, à faire des descriptions de lieux, de choses comme ça. Il va raconter l'événement. Donc la presse vient en deuxième plan. Et puis il y a des coïncidences qui sont extraordinaires. Je reprends donc 1908 au moment où mon héros doit enquêter autour de Claude Monet. Donc j'avais décidé que ça devait être au printemps 1908 parce que c'est les grandes grèves de Draveil et Villeneuve-Saint-Georges où Clémenceau a pas eu un rôle très très clair à ce moment-là, puisqu'il a utilisé aussi un peu des provocateurs dans cette grève-là. Ça correspondait aussi au meurtre de Steinheil le peintre, dont la veuve avait été la maîtresse de Félix Faure. Donc c'est la fameuse énigme de l'impasse Ronsin dont on n'a toujours pas la résolution. Donc c'était avril 1908. Et je lis une biographie de Claude Monet. Et là, une phrase. Claude Monet, très affecté par l'assassinat de son beau-frère. Je creuse. J'ai eu du mal, mais je creuse. Et effectivement, le beau-frère de Claude Monet a été retrouvé assassiné dans son hôtel. Alors, c'est son beau-frère par alliance. A été retrouvé assassiné dans son hôtel particulier à côté de la gare Saint-Lazare. Le majordome a été accusé et condamné. Il n'a jamais avoué. Et notamment sur le fait qu'il allait être chassé de la maison parce qu'il avait fait plus que des avances au neveu. Et il a été condamné, mais on a trouvé une partie des bijoux chez un autre, dans les poches d'un autre domestique, qui a en partie avoué, mais qui a dit que le majordome était son complice. Et André Gide voulait en faire un livre et a dit que c'était l'affaire Dreyfus des homosexuels. Voilà. Alors je me suis dit, ça c'est du pain béni, c'est extraordinaire. J'avais commencé à écrire et je continuais ma documentation et j'ai cette affaire-là qui arrive exactement au moment, mais à une semaine près. Donc je l'ai intégré. Voilà, c'est comme ça que j'essaie de trouver des idées. Mais je pars toujours en fait
voilà, d'un fait divers, d'un événement de l'année en cours. Alors parfois j'ai l'embarras du choix. Il y a des choses même que je me suis presque interdite d'utiliser parce qu'elles étaient presque trop évidentes, comme par exemple le vol de la Joconde. Parce que ça me plaît. Oui, parce que je ne voulais pas préciser, mais mon héros et mes affaires ont toujours un lien, puisqu'il est antiquaire au départ, avec le monde de l'art et du patrimoine. Donc c'est d'essayer de trouver, alors toujours ou presque toujours. Et voilà. Bon, mais l'affaire de la Joconde, le vol de la Joconde, je l'ai laissé de côté. Mais voilà, je pratique comme ça. Voilà. Donc après, j'essaie de compléter par des lectures. Les romans de l'époque sont très intéressants. Romans ou témoignages de l'époque, par exemple. Par exemple, la trilogie d'Aragon, Les Beaux Quartiers, Les Cloches de Bâle, etc., pour la période 1912-13, c'est extraordinaire parce qu'il y a des descriptions de choses. Il n'y a qu'un romancier, enfin, pour rendre compte de ça. Et on a Clémenceau, on a Hippolyte Savinien qui est le héros principal. Et quant au personnage de Jules Leroy, est-ce que vous êtes inspiré par exemple, comme Simon s'est inspiré de son personnage de Noël? Est-ce que vous êtes inspiré de lectures, de choses sur un policier qui vous a permis de donner une personnalité à ce personnage, ou c'est vraiment inventé C'est inventé de toutes pièces. Il a inventé de toutes pièces. Il me fallait quelqu'un qui travaillait dans la police. Donc voilà, il est à la préfecture de police. Il me fallait quelqu'un, puisque c'est un duo d'enquêteurs, qui joue sur les contrastes. Là aussi, c'est avec le personnage principal. Le personnage principal, il est fils de notaire. Il a un côté assez conventionnel par certains aspects. Il me fallait quelqu'un qui soit plus, comment dire, moins conventionnel, peut-être plus écorché vif d'une certaine manière, etc., qui lui est un enfant naturel, donc au contraire, qui est complètement en rupture, et qui lui fréquente de tout autre milieu. Quand je dis que Clémenceau est au centre de multiples cercles, ou à cheval sur de multiples cercles, il me fallait aussi que mes personnages principaux, comme ça, puissent être sur plusieurs cercles, de manière à avoir une vision, alors je ne dis pas qu'elle est globale, loin de là, mais une vision un peu large de la société française de la Belle Époque. Quand on écrit un roman historique, comment dose-t-on la part d'histoire et de roman? Est-ce qu'on se fixe des limites à l'un ou l'autre? Quels sont les Alors, il n'y a pas de j'ai envie de dire, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères. Alors, je pense que chacun a des méthodes très différentes. Hein. Par exemple, il y a des. Alors, je vais prendre un exemple simple. La question des lieux, par exemple. Vous pouvez très bien inventer des lieux, ou au contraire décrire des lieux bien réels. J'ai fait les deux. Et alors j'ai l'impression, mais ça c'est très personnel, c'est plus j'écris, plus j'ai envie de dire, je fais confiance à ma capacité de créer des univers par l'écriture. Donc peut-être que j'ai moins besoin de références, de lieux, et donc je peux inventer des choses. Voilà, je peux inventer des choses. Alors, après, tout dépend le type de lieu, etc. Par exemple, dans un qui s'appelle La malédiction de Recalbe, ça se passe en Périgord, au moment des grandes découvertes préhistoriques. Et alors là aussi, je m'inspire d'un fait réel et d'un personnage réel qui est dans le roman, qui s'appelle Otto Hauser et qui a été un très très grand industriel de la fouille. Il avait l'hôtel Cro-Magnon aux Aisies, le premier musée des Aisies qui était un musée privé. Vous vendez des vrais et des faux, silex, etc., etc. Et il avait commencé à débiter des gravures rupestres pour les vendre. Voilà. Il a vendu un squelette entier de Néandertal au musée de Berlin, 200 000 francs or. Je pense qu'avec 200 000 francs or, on rachetait peut-être pas tout l'immeuble, mais pas loin. Hein. Voilà. Donc,
Et il me fallait un château. Mais le château est entièrement inventé. Mais ça peut être n'importe... les gens y croient que ce château existe en Dordogne. Inversement, quand donc, dans Tuer est un art, l'enquête est menée aussi par Maurice Leblanc, donc le papa d'Arsène Lupin, qui est des attaches normandes, etc. Et à l'époque, tous les ans, il passait des vacances chez sa sœur et son beau-frère qui louaient un château en Normandie. Et j'avais lu des choses, et donc j'avais retrouvé le château, je décris le château, qui est un château Louis XIII. Et en fait, sa sœur et son beau-frère louaient ce château jusqu'en 1907, et en 1908, date de mon roman, ils en ont loué un autre, Tancarville, le château de Tancarville, qui ne ressemble absolument pas au premier dont j'ai oublié le nom. Alors je pense qu'à part des lupinophiles extrêmement bien documentés, personne, mais absolument personne n'aurait vu que je me suis trompé d'un an sur le... Ah mais j'ai tout effacé et tout recommencé. Voilà, mais c'est... À partir du moment où voilà, il y a des lieux, les lieux sont nommés, les personnages sont nommés et ils sont bien réels, là je m'impose effectivement, je ne vais pas affubler d'une barbe quelqu'un qui est simplement moustachu, enfin j'essaie à partir du moment où il y a l'élément historique réel qu'il soit le plus véridique possible. Si j'ai besoin, pour les besoins de l'ambiance, qu'il pleuve, je ne vais pas vérifier dans le journal s'il a plu ce jour-là. Voilà, mais j'ai envie de dire, en fait, c'est chaque histoire qui est très, comment dire, qui nécessite des dosages différents. C'est-à-dire que quand vous êtes, quand je pars sur des affaires qui sont plus politiques, par exemple, là, je vais pas ou quasiment pas inventer. Quand ça relève, j'ai envie de dire, d'affaires plus privées, etc., de l'intime, bien évidemment, là, je vais me permettre un peu plus de le faire. J'ai envie de dire, c'est plutôt en fonction du scénario général que les choses se dessinent. Et peut-être une question qui vous paraît étrange, mais vous avez évoqué beaucoup de facettes de Clémenceau, le médecin, le journaliste, le politicien, l'écrivain. Lorsqu'on voit Clémenceau à la tribune, à l'Assemblée, quand il est destructeur de ministère, tombeur de ministère, est-ce que vous pensez que quelque part, ça n'aurait pas été un bon comédien? Oh, sûrement. Oh, mais c'est un comédien. Non, mais je pense que c'est quelqu'un qui était, comment dire, qui maîtrisait suffisamment tous les codes pour effectivement jouer. Et effectivement, quand on le décrit comme étant le tigre, c'est aussi qu'il joue avec ses proies, comme tout félin, il joue avec ses proies. Et alors à plusieurs reprises dans les romans, j'en fais quand même un personnage un peu manipulateur. Manipulateur, ça peut être dans le bon sens du terme, c'est-à-dire charmeur. Je pense que c'était un très très grand charmeur, un très très grand orateur qui avait toutes les ficelles et de l'art oratoire, et de la politique, j'ai envie de dire politicienne, à la Chambre des députés, d'autant plus qu'à l'époque, les partis politiques n'existent pas au sens où nous l'entendons. Les partis politiques sont créés grâce à la loi de 1901 et il reste, jusqu'à la guerre de 14, quasiment des nébuleuses, c'est-à-dire parti radical et radical socialiste. Donc Clémenceau n'était pas membre. Donc Clémenceau n'a jamais acquitté sa cotisation au Parti radical et radical socialiste. Mais il se dit radical. Et donc les groupes à l'Assemblée, à part la SFIO et ensuite le Parti communiste, il n'y a pas de discipline de vote à l'Assemblée. Donc ça veut dire que les voix, il faut presque aller les chercher une par une. Et donc c'est là où il faut à la fois être excellent en tant qu'orateur, comme disait, je crois que c'est Brion qui disait ça, faire les couloirs. C'est-à-dire aux interruptions de séance, aller voir les députés les uns après les autres pour essayer de... Ça se retournera contre Clémenceau, puisque notamment Brion fera les couloirs au moment en janvier 1920 pour l'élection présidentielle, et avec des arguments qui sont
voilà, qui se sont révélés faux, réussira à trouver une majorité contre Clémenceau, notamment cet argument que je trouve extraordinaire. Il disait Clémenceau est âgé, il n'est pas croyant. Imaginez le scandale de funérailles laïques, s'il meurt en fonction, etc. etc. Bon, il serait mort 2 ans après. Mais non, Briand a été là-dessus. Et puis, Clémenceau s'était fait suffisamment d'ennemis personnels dans son salon de carrière pour que les arguments de Briand et d'autres desservent plutôt Clémenceau. Elle est une dernière. Vous avez donc fait plusieurs livres. Oui. Avez-vous mis la même durée pour pouvoir fabriquer chacun de ces livres ou c'est tout à fait Alors, le premier a mis très longtemps parce qu'il y a eu une interruption de séance, pour des raisons de doute, pour plein de raisons, j'ai arrêté à mi-chemin. Et donc je l'ai repris, mais en général, je mets 1 an en fait, à peu près. Enfin, il est un roman écrit en 1 année. Alors, il mûrit un peu précédemment, antérieurement. Et voilà, l'écriture prend à peu près 1 année. Donc, ce qui permet justement, l'idée, c'est aussi ce rythme d'1 an, qui est aussi un rythme de parution. C'est aussi une espèce de discipline parce que surtout au début, j'avais besoin de ce que j'appelle un exosquelette, c'est-à-dire que moi c'était une aventure, je doutais, donc je me suis fixé des objectifs comme de la même manière. Ça devient aujourd'hui une contrainte, mais je m'y tiendrai jusqu'au bout. Donc les contraintes, c'est 1906, 7, 8, etc. Et la contrainte était aussi 30 chapitres. Voilà, je m'étais dit 30 chapitres, parce que le calibrage d'un chapitre, je sais que je peux le faire en un temps relativement, pas court, mais bon, je ne veux pas m'apitoyer sur le sort des enseignants, il est bien plus tragique comme sort, même si et je ne fais pas le même métier que 95% de mes collègues, mais c'est vrai qu'on a des moments où on a énormément de travail en classe préparatoire, il y a des moments de très très forte intensité, et il y a des moments de plus faible intensité, où du moins vous pouvez ménager des temps. Voilà. Donc il me faut ça aussi pour que, même si pendant 3 semaines, 1 mois, je n'aurai pas le temps de m'y mettre, je sais où j'en suis et je peux reprendre. Et je sais qu'à peu près en 1 an, je trouverai, pas forcément toujours au même moment, mais je trouverai des moments pour écrire. Voilà. En fait, vous ne lâchez jamais un chapitre. qu'il n'est pas fini. Oui, en général, les chapitres sont relativement courts. Voilà, pour effectivement. Encore une fois, merci. Merci à vous.